Petit 5. L'énonciation phénoménologique de la problématique de l'ontogénèse. 2 points. Un être qui est une temporalité, qui est une finitude, et celle-ci procède de production. On peut synthétiser toutes les propositions avancées en cette formulation. La subjectivité, celle du corps-sujet en son développement, se propose comme un être qui est temporalité lorsqu'elle est une finitude, et celle-ci procède de production. Cette formule impose la permanence de la subjectivité. Elle devient, mais elle reste inaltérable en sa nature. Elle ne retient du devenir que le même. C'est qu'elle est antérieure à la phénoménologie de la conscience. Nous traitons de l'antéprédicatif, de la survie, de l'homme naturel et originel, de sa synthèse. Certes, la conscience de soi est la satisfaction de soi et l'œuvre du soi-même. Et de l'œuvre du soi-même. Mais après coup, on s'est fixé une méthodologie qui s'achève, le cogito réflexif, où le cogito cartésien commence. Les propositions que nous venons d'avancer prétendent contenir toute la problématique de la subjectivité. Pascal, Husserl, Heidegger, Sartre, etc. sont cités à comparaître pour au moins un élément de l'ensemble et du coup pour la signification globale de la proposition ainsi posée. Ainsi, pour Heidegger, notre cible ontique, Pascal le réfute, autant que notre discours critique. Il dit bien, ouvrez les guillemets, quand on abaisse l'homme, je l'élève, quand on l'élève, je l'abaisse, fermez les guillemets. Et il propose les deux infinis, l'infiniment grand et l'infiniment petit, comme nous définissons les deux finitudes, de l'en-soi et du pour-soi, de la subjectivité, de la singularité et de son procès de production. La subjectivité est faite d'une contradiction. C'est l'axiome des axiomes, la contradiction. Parce qu'elle est le principe, le moteur du devenir. La subjectivité offre cette nature parce qu'elle est l'instrument de travail, son objet et son sujet, le corps-sujet. Heidegger l'oublie. De la subjectivité, il ne retient que l'être pour la mort. Il n'ajoute pas la détermination qui suit, pourtant avec évidence, de l'être pour la vie. L'existence est la double face de la vie et de la mort. Sur ce point, nous rejoignons Freud, la dualité de l'instinct de vie et de l'instinct de mort. À cela près que nous écartons le naturalisme métaphysique pour poser la dualité du procès de production et du procès de consommation. Comme nous avons rejoint Pascal pour sa dualité, mais ironie transcendantale, non pas dualité de deux infinis, mais des deux finitudes de la subjectivité. La vie est par définition combat contre la mort. La subjectivité ne fait qu'exprimer les conditions de ce combat. Elle met en vie les deux protagonistes, parce que l'évolutionnisme achève son parcours selon la formulation « un être, une unité de l'ontologie temporelle », qui est une temporalité, laquelle est une finitude, et celle-ci procède de production. Ce n'est qu'en reconnaissant la problématique, et en particulier la dualité de l'être pour la vie et de l'être pour la mort, que l'on peut avoir l'énonciation de la sagesse, méditation sur la vie et non sur la mort, tout ceci entre guillemets. Dans cette perspective qui nous rapprocherait de Pascal, nous reprendrons la formulation déjà proposée, celle du corps-sujet définissable selon cette logique, de l'immanence des deux termes à leur plus grande contradiction.
Celle-ci va se situer à partir du tronc commun, corps-sujet d'immédiate réciprocité, en tant que séparation et développement spécifique de la logique et de la phénoménologie pour en venir, en leur accomplissement, à une autonomie de consentement réciproque, dualité de complémentarité. Donc, grand C, la création subjective, deux points, auto-engendrement et donation d'existence. Petit 1, les transmutations du sujet, deux points, le dédoublement sujet-objet. La subjectivité a déjà été saisie selon l'écoulement des temps, en tant que temporalité élémentaire. C'est le temps en boucle, celui de l'individu originel, qui se confond avec la temporalité de l'être. Le temps d'arrêt du temps et de son corollaire, l'aménagement de cette retenue, est minimal. Le corps est comme traversé par le temps matriciel. Il est comme la respiration de l'être, un instant qui ne se distingue pas du temps du mouvement perpétuel. L'individu est comme un pore de l'être, de l'ontologie temporelle, respiration et même existence de l'être, tous ces pores se disposant comme un tissu de l'être. Puis apparaît le premier bouclage, la première rétention du temps, la première fermeture subjective, en temps de lacet, ou temps en 8. Alors, tout un montage peut être réalisé. Se constitue un temps résiduel, constant, celui du premier nœud du temps en lacet. C'est un temps à demeure qui se fait mesure du temps, du corps sujet, distribution des temps. Le temps se fermant sur lui-même reçoit le temps pour en faire son temps qui décide du temps. Autrement dit, deux points, le temps du corps reçoit le temps de l'être pour le transformer en temps du genre. Le temps matriciel se transforme selon la temporalité subjective pour revenir au cours du temps, mais temps mixte de la médiation substance-sujet de l'éducation. Une telle translation du temps a évidemment pu apparaître comme une transcendance, un pouvoir surnaturel, alors qu'elle n'est qu'un simple montage du temps subjectif. Cet auto-engendrement apparaît comme la vie intime de l'évolutionnisme, le plus secret du transformisme. Il s'accomplit en tant qu'interprétation, utilisation, montage de l'être reçu et retour au mouvement perpétuel en se conjuguant au fonctionnel, relationnel, spatio-temporel de la sociabilité. La subjectivité est cette temporalité qui s'arc-boute dans le torrent du temps, le déferlement du devenir pour engendrer son espace, le petit îlot à partir duquel elle conçoit les passerelles sociales que sont le fonctionnel, le relationnel, le spatio-temporel. Le transformisme du temps est celui d'une complétude de la temporalité qui s'accomplit selon les deux nœuds dont la relation corps-sujet. Il y a alors deux rétentions du temps qui se feront constitutives au point de s'échanger, de s'engendrer réciproquement. C'est la mesure de l'autonomie subjective. D'abord effet, puis cause de soi, auto-engendrement. Ce deuxième bouclage du temps achève et accomplit le temps en lacet, en 8. On peut alors faire le constat gnoséologique de l'importance décisive et secret de Polichinelle de la subjectivité. Deux points, c'est le temps constitutif de la figuration en lacet qui constitue les deux parties du 8, celle d'en haut étant la corporéité et celle d'en bas la durée. La relation des deux constitue le corps-sujet. Le schéma est le même et c'est celui des deux moitiés qui sont alors autonomes dans la mesure où elles participent à l'ensemble, où elles sont
complémentaires, double mouvement du même ensemble, engendrement réciproque. Le temps représenté en haut du schéma est celui d'un temps fini, la corporéité organique, qui est enclose dans l'ensemble de ce qui le détermine par l'entrée du temps matriciel, le devenir du devenir, dans le temps résiduel et comme sortie de ce temps résiduel dans le temps mixte du maternage. Ce temps propre de l'organique se constitue par le travail d'interprétation des deux nœuds du temps résiduel, circularité du transformisme. Le temps de ce travail est la durée, représentée en bas sur le schéma, durée existentielle, finie, aussi enclose dans un mouvement qui est aussi celui de la corporéité, espace et temps du corps s'éprouvant et se confondant dans la plus parfaite simultanéité, spatio-temporalité de la subjectivité. C'est alors un savoir immanent de la durée de la corporéité, de celle-ci par la durée. Noyau insécable, autre pierre angulaire du temps. Cette immanence est expression réciproque et donation d'existence. Le corps-sujet est apparu en son essence, qui est une existence dédoublement du même. L'individu est devenu subjectivité, sa double appartenance et appréhension du temps et de l'espace est le fondement de l'homme synthétique. Le corps-sujet peut fonctionner par la corporéité. En haut sur le schéma, s'objectivant par les conduites et devenir le corps adulte. La durée, représentée en bas du schéma, est le temps résiduel et permanent qui se coupe du reste du monde parce qu'il ne peut se connaître que de lui-même et qu'il ne participe en rien à l'être ou au genre. Il est le temps qui se sait lui-même, qui se fait lui-même et qui n'éprouve le temps que par son propre temps. Le présent, le passé, l'avenir sont les composants du pur temps subjectif, temps de l'éternel, point d'interrogation, ou de la finitude, de l'angoisse, point d'interrogation. Dans le deux cas, le savoir de l'immanence. On s'arrête là pour le moment. De toute façon, ça c'est un schéma qu'il avait déjà présenté donc, quelques chapitres auparavant, donc, à peu près sous les mêmes formes, à part que là, il parle en plus de corps-sujet, je pense qu'il n'en parlait pas avant. À la fin, il le montre là aussi comme ce qu'il avait déjà fait avant, comme finalement un pur montage, quoi, un montage de ce qu'il avait appelé avant, donc le temps substance. Et là, qu'il appelle par le temps substance. Alors, l'idée aussi, ce serait de bien cerner, enfin, le mieux qu'on puisse, la notion de corps-sujet, selon Kluskar, pas selon d'autres, parce que ça me paraît assez central, quoi. Donc, parce qu'il en reparle, je crois, après pas mal. Donc, qu'entend-il par corps-sujet? Vous avez donné une piste déjà avant en disant qu'il ne fallait pas confondre finitude, corps-sujet et subjectivité, en fait. Ouais. Mais là, sur le schéma, là, par exemple, il dit à un moment donné, la page 183, c'est le même temps constitué de figuration enlacée qui constitue les deux parties du 8.
celle d'en haut étant la corporéité. Alors celle d'en haut, en fait, c'est celle en haut de la page, quoi, hein. C'est corporéité, c'est marqué, et celle d'en bas, la durée. C'est-à-dire qu'il associe, et la relation de ces deux, c'est-à-dire de ces deux boucles, finalement, constituerait, puisque c'est la phrase d'après, le corps sujet. Ce qui voudrait dire que le corps sujet, c'est l'appréhension de la corporéité par le montage du temps qui permet de délimiter des durées pour effectuer la praxis, bien sûr, mais c'est pour le moment, sa conception du corps sujet, ça relèverait un peu de ça, quoi, hein, donc, En tout cas, c'est une reprise d'un concept de Maurice Merleau-Ponty, ouais, qui est vraiment là pour le coup un peu détourné, quoi. Voilà, c'est ça, c'est qu'il en Parce que le concept, selon Merleau-Ponty de corps sujet, de ce que je me rappelle, quand j'avais lu un peu ses cours au Collège de France pendant ma thèse, c'est quelque chose c'est de la phénoménologie en fait. C'est de la phénoménologie de la perception. En fait, c'est l'idée que pour pouvoir continuer l'introspection de la conscience que font les phénoménologues, en fait, tu te heurtes forcément à des structures mentales, mais tes structures mentales, en fait, elles sont nécessairement déterminées par la perception. Et la perception, c'est d'avoir les sens, quoi. Les 5 sens, et donc du coup, dans ce qu'il expliquait dans ses cours au Collège de France, en fait, il multiplie les expériences, parce qu'en fait, la phénoménologie, c'est l'expérience. Il essaie d'évoquer, par exemple, la façon dont les sens communiquent entre eux. Le fait que, par exemple, quand on va éprouver le fait que le miel coule le long de la gorge, qu'on mange, etc. En fait, il va forcément y avoir à un moment donné des ponts qui vont se faire entre les différents, entre le goût, entre la texture, entre toutes ces sensations-là, et le plaisir que tu prends, ce qui font qu'en fait, les sens vont plus être différenciés comme quand on fait une espèce de classification, une taxonomie, mais au contraire, vont être forcément liés les uns aux autres, de telle sorte qu'ils sont purement et simplement solidaires. C'est pas vraiment de la dialectique, mais c'est simplement de dire qu'il n'y a pas de... Enfin, un sens n'existe plus sans un autre, quoi, typiquement. En tout cas, l'esprit se fait comme ça, mais pour pouvoir constituer une connaissance de ces expériences-là, il faut se heurter aux limites du corps, quoi. C'est-à-dire que c'est le corps qui est... Et justement, le corps, du coup, ne devient plus une limite, mais devient une potentialité. C'est-à-dire que c'est plus... justement, c'est plus la matière, quoi, qui nous rapproche du monde, c'est justement une ouverture, en quelque sorte, qui produit du sens. Et donc la conscience se retrouve complètement déterminée par la corporéité. C'est ça en fait le corps sujet chez Merleau-Ponty. Donc il multiplie l'expérience de la connaissance de la même manière que par exemple quand il va parler de la vue, alors ça je sais plus si c'est Merleau-Ponty, je pense que c'est déjà chez Husserl, mais c'est plutôt lui qui l'a développé. C'était la fameuse expérience avec ce qu'on appelle le Gestalt Shift, en fait quand on a un cube qui est représenté avec ses arêtes, on l'a représenté dans l'espace sur une feuille, on l'imagine bien représenté, c'est selon la façon dont on le regarde. Selon les arêtes qu'on regarde, en fait, on va voir la face du cube qui est présentée soit comme étant celle qui est la plus proche de nous en relief, soit comme étant celle qui est derrière. Et il dit, oui, mais ça, c'est la vue, mais c'est aussi le fait qu'on sache que c'est un cube. Ce qui fait qu'en fait, quand on voit l'image, en fait, on voit le cube, et du coup, on le voit en fonction de l'expérience. Et du coup, on ne peut plus uniquement s'imaginer que le cube, c'est la représentation. C'est que, en fait, c'est le support de l'image qui devient lui-même la façon dont la conscience se fabrique. C'est plus uniquement une projection, c'est quelque chose qui est rétrospectif. Et donc à partir de là, par exemple, il y a des compositeurs en musique contemporaine qui vont jouer là-dessus, qui vont s'amuser sur des rythmes, par exemple un sextolet, ils vont faire 3 triolets ou 3 fois de double, et ils vont jouer là-dessus simplement en accentuant, et puis il y en a qui vont s'amuser à jouer là-dessus, et puis ils vont s'amuser à perdre par exemple l'auditeur. Bon, c'est la musique contemporaine, ils adorent faire ça, moi c'est pas un truc qui me fait marrer, mais je veux dire, c'est devenu quasiment même des procédés de composition dans certains milieux. Et donc dans ce style-là, ça se veut de toute façon une poursuite de la phénoménologie de la perception. C'est l'idée que les sens constituent le savoir,
c'est une forme de retour à un empirisme, mais c'est pas l'empirisme formel, un peu bête des Anglais, matérialistes du XVIIe siècle, quoi. C'est pas la même chose, quoi. C'est plutôt... c'est ça, c'est réenvisager l'essence comme étant producteur de conscience, quoi. Là, je pense que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit, enfin en tout cas, c'est même sûr que c'est pas de ça qu'il s'agit, mais le mot corps-sujet, c'est à ça que ça fait référence en premier temps. Après, peut-être que lui, Kluskar, là-dessus, c'est toujours le même problème, quoi. Il cherche à voir la genèse de la conscience à partir de la praxis, quoi. Donc là, peut-être que du coup, ce qu'il désigne comme étant le corps-sujet, c'est le corps producteur, mais c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Pour moi, c'est un super détournement, là, Stephen. C'est pas du tout le corps-sujet. Ah non, mais je ne pense pas qu'il ait l'idée de représenter le corps-sujet de Merleau-Ponty. Parce que le corps-sujet de Merleau-Ponty, il y a... comment dire, justement, tout ce qu'essaie de faire Kluskar là-dedans, enfin, ce qu'il essaie, il ne le fait pas, mais ce qu'il essaie de faire, c'est de ramener ça à l'histoire de la genèse du genre humain, et là, c'est pas du tout le problème de la phénoménologie, quoi. Enfin, s'il y a une notion d'histoire, de l'histoire, de la conscience de l'individu, le fait que, effectivement, à partir du moment où il va être face à cette espèce de cube, là, le fait de l'avoir vu une fois et d'avoir eu à faire cette expérience, tu vas te dire, ah mais punaise, cette face, elle est derrière, ou elle est devant, le fait que un an après, s'il refait l'expérience, ça va aller beaucoup plus vite, il va immédiatement interpréter le truc et c'est des choses qu'il n'aura pas à construire, quoi. Donc il y a une notion d'histoire où il y a de l'intégration mentale. Mais d'ailleurs, je pense que les neurosciences, à mon avis, là-dessus, doivent être en pointe sur ces questions-là maintenant, mais c'est pas du tout la même chose, quoi. Là, on n'est pas du tout. Là, vraiment, on est dans l'idéalisme allemand ici, on n'est pas du tout dans la phénoménologie de la perception. Donc, c'est un concept, le concept de corps-sujet, je l'ai jamais entendu en dehors de ce cadre-là, quoi. Quand il n'y a pas ça, donc c'est. Alors, je ne sais pas si, en fait, quand il fait simplement une seule boucle, est-ce que ça voudrait dire que là, ça serait simplement l'individu originel, cela c'est assez... En tout cas, il a l'air de dire que alors, en haut de la page 182, là c'est le temps en boucle, celui de l'individu originel qui se confond avec la temporalité de l'être. Le temps d'arrêt du temps et de son corollaire, l'aménagement de cette retenue est minimal. Donc ça c'est quand il fait qu'une seule boucle. Donc il a l'air de dire que là, il y a déjà une première retenue du temps et que c'est propre de l'individu originel. L'animal. Oui, l'animal ou le proto-humain, ça me paraît être quelque chose comme ça, quoi, puisque celui qui n'est pas doué de praxis, quoi, puisque là, si le temps est un montage réalisé donc, pour effectuer la praxis, celui qui n'effectue pas cette praxis n'a pas besoin de ce montage, donc est peut-être sans doute seulement traversé par un temps pour lequel la retenue, l'aménagement de la retenue est minimal. Il aurait fallu être animal pour savoir à quoi ça correspond. Peut-être notre part animale est toujours peut-être dans cette partie de la boucle-là, donc... là, a priori, non, puisque là, après, tu accèdes à une autre temporalité. Après, tu es par définition dans la durée. La durée, donc, qui te permet donc, de transformer la nature, qui, d'après Kluskar, est un montage. Voilà, montage fait à partir de l'être. Donc se greffe sur ce premier temps un autre